Nasr, Bonjour. bonjour Wassim. Que sait-on à l'heure actuelle sur l'identité de l'assaillant? Si on se fie aux infos qui ont été diffusées par la presse américaine, il faut rappeler qu'il n'y a rien d'officiel pour le moment. On sait que c'est un ressortissant d'origine ouzbek qui aurait 29 ans, rentré aux États-Unis en 2010, donc très jeune, au début de ses vingtaines, et qu'il a travaillé à l'Ohio, en Floride et finalement à New Jersey, donc à côté de New York, qu'il était même chauffeur Uber. Hmm. Certains médias américains disent qu'il a été, on va dire, détecté par les services américains au moment où il y a 3 ressortissants ouzbeks en 2015 qui ont été arrêtés alors qu'ils essayaient de rejoindre l'État islamique. Hmm. Donc, certains disent qu'il était en contact avec eux, mais il n'y a rien de moins sûr pour le moment. D'un autre côté, il y a des témoignages qui affirment qu'il avait crié Allahu Akbar en faisant son attaque, et d'autres qui disent qu'il y avait une lettre écrite en arabe dans son véhicule où il se revendiquait lui-même donc de l'État islamique, mais tout ça reste à être confirmé par les autorités américaines. Donc cet homme, Wassim, serait possiblement originaire d'Asie centrale, même si vous venez de le dire, cette information n'a pas encore été confirmée officiellement. Est-ce qu'il y a en tout cas dans la région de nombreuses cellules djihadistes? Écoutez, on a tendance, en tout cas dans les médias et même chez nos politiques en Occident, à se concentrer, à être égocentrique en ce qui concerne les djihadistes occidentaux, alors qu'ils ne constituent à peine 2-3% de la mouvance djihadiste globale. Il faut savoir, par exemple, que le plus gros contingent aujourd'hui de recrues de l'État islamique en Syrie, en Irak, ce sont des personnes originaires d'Asie centrale. Et si on parle particulièrement de l'Ouzbékistan, par exemple, on sait qu'à l'instar d'autres républiques, anciennes républiques soviétiques, dès l'indépendance, 1991, il y a eu des partis islamistes qui ont été constitués, dont le fameux mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui a été interdit, réprimé, et qui agissait dans la vallée de Fergana, donc qui est à cheval entre le Kyrgyzstan, Ouzbékistan et Tadjikistan. Plusieurs cadres donc, de ce mouvement ont fini par rejoindre Al-Qaïda. D'autres, avec quelques recrues, ont fini par vouer allégeance à l'État islamique en Afghanistan. Et ça aussi, on l'oublie, parce que les djihadistes de l'île sont présents au même titre que les talibans en Afghanistan. Ça, on a toujours tendance à l'oublier. Et il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs attentats commis par des Ouzbeks ailleurs. Donc, par exemple, comme l'auteur présumé de l'attaque de la boîte de nuit d'Istanbul. Donc, au nom de l'EI, c'était un Ouzbek. L'attaque du métro de Saint-Pétersbourg, donc le terroriste n'avait pas la nationalité ouzbek, il avait la nationalité russe, mais il était d'ethnie ouzbek. Et même l'attaque, une des rares attaques en Suède, à Stockholm dernièrement, pareil, avec une voiture bélier, c'était aussi un ouzbek. Et si on élargit un tout petit peu sur l'Asie centrale, on sait par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler dessus moi-même dès 2012-2013, on avait les prémices du djihad familial. Donc les djihadistes, par exemple, une famille de djihadistes, 150 personnes, limite un clan, ont quitté le Kazakhstan avec armes et bagages et femmes et enfants pour rejoindre la Syrie en 2013. On sait que certains chefs importants de l'État islamique, comme Kalimov, étaient chefs des services de sécurité, par exemple, au Tadjikistan, et il a fini par rejoindre l'île. Donc la mouvance là-bas, elle a tous les moyens de s'accentuer et de prospérer, entre guillemets. Merci beaucoup Wassim pour ces premiers éléments. Certains